Le salon du notaire sentait la cire et le papier chaud. Dehors, l'hiver appuyait ses paumes froides contre les vitres et la lumière grise se pliait dans les plis des rideaux tirés. On n'entendait que le souffle du radiateur, régulier, comme une respiration étrangère. J'étais assise droite, les mains serrées sur mon vieux sac en cuir, celui que mon mari m'avait offert pour mes 60 ans. Il avait toujours cette odeur de lavande et de poussière de tiroir. En face de moi, Maître Delaunay tournait lentement les pages d'un dossier beige. À sa droite, Élodie, ma belle-fille, patientait, le dos bien droit, la jambe croisée, l'air à la fois respectueux et pressé. Son manteau sombre tranchait avec le bois clair de la pièce. Elle ne m'avait pas regardé depuis le début. Le notaire leva enfin les yeux. Sa voix, neutre, s'aplatit sur la table. « Madame, votre maison a été transférée au nom de votre belle-fille. » Il prononça cette phrase comme on annonce une météo irrévocable. J'ai senti quelque chose se décrocher dans ma poitrine, un vertige, comme si la chaise glissait sous moi. Le silence après sa phrase était si épais qu'on aurait pu y glisser une aiguille. J'ai vu, au centre de la table, l'enveloppe beige scellée du sceau rouge, mon testament, ou plutôt leur testament. Je n'ai pas bougé. Ma respiration s'est faite brève. « Pardon ?» ai-je murmuré. Le notaire répéta, d'un ton mécanique. « La donation a été enregistrée le 13 avril dernier, madame. Votre époux a souhaité anticiper la succession. » Le 13 avril. Le mois où il toussait sans arrêt, où je comptais les pilules dans le verre d'eau, où les nuits s'étiraient jusqu'à l'aube. Le 13 avril, j'étais restée au chevet, la main sur sa poitrine, croyant qu'il dormait. Pendant ce temps, lui signait. Avec elle, je me suis raccrochée à mon sac, mes doigts glacés contre le cuir, cherchant la couture, la texture, quelque chose de solide. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Tout vibrait autour de moi, les rideaux, la lampe, même l'air semblait trembler. Élodie a pris la parole la première, d'une voix douce, trop douce. C'était sa volonté, belle maman, pour vous protéger, pour éviter les complications. Elle souriait à peine, ce petit sourire qu'on offre à un enfant quand il ne comprend pas encore la règle du jeu. Je l'ai regardé. Je n'ai rien dit. Je n'ai plus entendu le notaire énumérer les articles du Code civil. Sa voix coulait comme une eau trop tiède. Article 894. Donation entre vifs, réserve d'usufruit. Des mots de ferraille, des mots sans cœur. Sur le mur, une horloge battait trop fort. Chaque tic-tac sonnait comme un clou. J'ai pensé à la maison. Le portail bleu, la glycine, la lumière du matin sur la cuisine. Ma maison. Mon mari avait promis que rien ne bougerait, que tout serait pour toi. Mais le notaire continuait. L'acte a été enregistré, madame. Votre époux était accompagné de mademoiselle Élodie pour la signature. Cette fois, j'ai levé la tête. Le monde s'est figé. Accompagné d'Élodie. Pas de moi. Pas de la femme avec qui il avait partagé 42 ans. Non, de sa fille. Celle qui n'avait jamais passé une nuit auprès de lui à l'hôpital. Je crois que j'ai murmuré quelque chose. Peu. Être non. Mais ma voix ne m'appartenait plus. Elle flottait, étrangère. Le notaire me tendait un exemplaire de l'acte. Ses doigts tremblaient un peu. J'ai vu la signature. Celle de mon mari, ou du moins, une trace de son écriture. Une signature droite, nette. Pas celle d'un homme malade. Je me suis penchée, très lentement. J'ai ouvert mon sac et sorti mon petit carnet à couverture bleue. Il m'avait toujours servi pour noter les courses, les numéros de téléphone, les anniversaires. Aujourd'hui, il allait servir pour autre chose. J'ai écrit « Vérifier le 12 avril, acte de donation ». Le notaire s'est arrêté de parler. Élodie a soupiré, comme fatiguée de ma lenteur. Vous savez, il voulait juste mettre les choses en ordre. Je l'ai regardé. Je ne ressentais plus rien, ni colère, ni tristesse. Juste un vide calme, immense, presque lumineux. J'ai refermé le carnet, soigneusement. J'ai replacé le stylo dans la boucle élastique, et j'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, « Je comprends ». Le notaire a hoché la tête, soulagé. Élodie a rangé ses gants dans son sac. Moi, j'ai posé une main sur l'enveloppe beige, juste une seconde. Le papier était rugueux, le sceau froid. J'ai senti le poids exact de la trahison. 90 grammes, peut être moins. En sortant du bureau,
L'air de janvier m'a coupé la peau. Dans la rue, tout paraissait ordinaire. Les passants pressés, la fumée des cheminées, les vitrines de pâtisserie, rien n'avait changé. Sauf moi. Je tenais encore mon sac, mes doigts glacés serrés sur le cuir, et mon carnet à l'intérieur. Une seule phrase y était inscrite, droite, sobre, sans rature. Vérifier le 12 avril, acte de donation. C'était ma première preuve. Et peut être le premier jour de ma revanche silencieuse. J'ai longtemps cru que le bonheur portait l'odeur du lilas mouillé. À Caen, dans notre première maison, il y en avait un au fond du jardin, un vieux lilas à fleurs pâles, planté avant même notre arrivée. Chaque printemps, son parfum envahissait la cuisine, se mêlait à la vapeur du café, et c'était comme une promesse tenue. Nous avions 25 ans de maison, 25 ans de murs levés ensemble, de rires, de lessive et de saisons qui se succédaient avec lenteur. J'avais 22 ans quand j'ai épousé Henri. C'était un homme doux, méthodique, d'une gentillesse presque maladroite. Il travaillait dans une entreprise de matériaux, parlait peu, mais écoutait avec attention. Moi, j'étais couturière à domicile. Je reprenais les robes des voisines, les ourlets des enfants, les rideaux trop longs. Je faisais tourner la machine à coudre comme une respiration. Le bruit du moteur Singer rythmait nos journées, un ronronnement régulier, rassurant, presque musical. Nous n'avions pas grand-chose au départ. Une chambre sous les toits, un poêle à charbon et beaucoup de courage. Puis, lentement, brique après brique, nous avons fait bâtir notre maison dans le quartier Saint-Gilles. J'ai encore le souvenir précis du premier soir où nous y avons dormi. Les murs sentaient la chaux et l'espérance. Nous avions posé un matelas à même le sol, les fenêtres ouvertes sur un ciel plein de promesses. Henri m'avait murmuré « Ce sera notre royaume », et j'y ai cru. Puis Thomas est né. Mon fils, notre unique enfant, un bébé silencieux, aux yeux si sombres qu'on aurait dit qu'il comprenait déjà tout. J'ai arrêté les commandes de couture quelques mois pour m'occuper de lui, puis j'ai repris, doucement, entre 2 siestes. La maison vivait à son rythme, le piano d'occasion acheté aux puces, le potager derrière la clôture, les draps qui séchaient dans le vent. Je me revois lui apprendre à marcher sur le carrelage froid, lui chanter des berceuses inventées. Pendant longtemps, tout fut simple. Nous n'étions ni riches ni pauvres. Nous étions 2 puis 3, et cela suffisait. Le dimanche, Henri lavait la voiture, moi je préparais le rôti, et Thomas lisait dans le canapé. Chaque année, je notais les dates des floraisons. Lilas, pivoine, hortensias. J'aimais consigner la vie comme on range une boîte de boutons. Tout devait avoir sa place. Mais dans les replis de cette existence bien repassée, il y avait une ombre. Celle d'Élodie, la fille d'Henri issue de son premier mariage. Au début, elle venait rarement. Une visite par an, un appel pour Noël. Je la trouvais polie, un peu distante. Puis, peu à peu, elle a pris plus de place. D'abord des week-ends prolongés, puis des conseils glissés dans l'oreille d'Henri. « Tu devrais vendre ton assurance vie, papa. Ce n'est plus intéressant. » Ou « Laisse-moi t'aider pour les papiers, tu t'embrouilles toujours. » Henri, avec son éternelle confiance, disait simplement « Élodie s'y connaît mieux que nous. Elle travaille dans la finance. Et moi, je n'étais que couturière. » J'ai commencé à me taire. Quand Thomas est parti faire ses études à Rouen, la maison s'est vidée d'un coup. Je me suis réfugiée dans les tissus, les retouches, les marchés du samedi. Henri, lui, passait des heures au téléphone avec Élodie. Il riait d'un rire que je ne reconnaissais plus. Elle le flattait, le rassurait. J'ai compris qu'elle avait trouvé la faille. La peur du vieillissement, de l'inutilité. Et moi, je regardais tout cela sans pouvoir intervenir. Car le lien du sang, disait-il, ne se discute pas. Les années ont passé. Le jardin s'est épaissi. La peinture a jauni autour des fenêtres. Je vieillissais à côté de lui comme on vieillit dans une chanson qu'on connaît trop bien. J'avais mes aiguilles, mes notes de couture, mes clientes fidèles. Lui avait ses journaux, ses relevés bancaires et ses appels d'Élodie. Quand elle venait, elle prenait les devants. « Je vais gérer, belle maman, vous en faites déjà trop. » Et Henri hochait la tête. Je me souviens d'un dimanche d'avril. Le lilas était en fleurs. J'étais dans le jardin, à tailler les branches mortes, quand je l'ai entendu tousser derrière la fenêtre du salon.
Il ne savait pas encore que la maladie commençait à le ronger. Il m'a souri, un sourire fragile, et m'a dit d'une voix lasse, « Promets-moi de faire confiance à Élodie. Elle s'occupera de tout. » C'est la dernière phrase qu'il m'ait dite avec certitude. Je n'ai rien répondu. Le sécateur entre mes doigts a glissé, une petite coupure au creux de la paume. Le sang s'est mêlé au parfum des lilas. J'ai su, à cet instant précis, que quelque chose s'éteignait entre nous, pas l'amour, non, mais cette connivence silencieuse qui nous avait tenus ensemble. Le soir, dans mon carnet, j'ai noté simplement « Henri fatigué, lilas fleurissent ». Comme si ces deux faits avaient un lien, comme si la nature savait déjà ce que je refusais de voir. Aujourd'hui encore, chaque fois que je ferme les yeux, je revois notre maison de camp telle qu'elle était avant tout ça. Le jardin clair, la corde à linge, le piano Pleyel qu'on avait acheté d'occasion, les murs qu'on avait peints ensemble. J'entends le cliquetis de la machine à coudre et, dans le silence qui suit, la phrase d'Henri revient, implacable, comme un écho enfermé dans les murs. Fais confiance à Élodie. Elle s'occupera de tout. Et je me demande parfois, tard le soir, à quel moment exactement j'ai commencé à le croire. Après les funérailles, la maison a changé d'odeur. Ce n'était plus celle du café du matin ou du cirage sur le buffet, mais celle d'un lieu en attente, comme si tout respirait trop lentement. Henri n'était plus là, et pourtant, sa tasse restait sur l'étagère, son parapluie dans l'entrée, son chapeau accroché derrière la porte. J'avais cru que le vide ferait du bruit, il ne fit que du silence. 3 jours après l'enterrement, Élodie est arrivée avec 2 valises et un sourire sec. Je reste quelque temps, belle maman. Le temps de tout remettre en ordre. Elle a dit cela d'une voix claire, comme on annonce un service rendu. J'étais trop fatiguée pour protester. Elle a embrassé ma joue du bout des lèvres, puis a pris la clé du portail pour faciliter les allées et venues des livreurs. J'ai hoché la tête. Les premiers jours, je me suis laissé faire. Elle rangeait, triait, déplaçait, pour que ce soit plus fonctionnel. Elle a commencé par les rideaux, ceux que j'avais cousus moi-même, avec ce tissu à petites fleurs bleues. Ils ont disparu. À la place, elle a mis des voilages gris qu'elle a qualifiés de plus modernes. Ensuite, le fauteuil d'Henri, déplacé dans le garage. Il prenait trop de place. Un soir, elle m'a tendu un trousseau de clés réduit à 2. Je garde la copie complète, belle maman. C'est plus sûr. Tu sais, les cambriolages, j'ai senti le métal froid dans ma main. 2 clés au lieu de 5. Je me suis tue. Le lendemain, le courrier ne m'était plus adressé. Les factures arrivaient à son nom. EDF, eau, assurance. J'ai simplifié la gestion, m'a-t-elle expliqué. Simplifié, ce mot-là, elle le maniait comme un couteau. Un matin, alors que je préparais le thé, elle m'a tendu mon téléphone. J'ai fermé le compte joint. Il ne servait plus à rien. Tout sera désormais sur mon compte en attendant la régularisation. En attendant quoi? Je n'ai pas osé demander. Les jours suivants, la dépossession s'est faite en douceur, sans cri ni dispute. Elle installait son ordinateur sur la table de la cuisine, prenait des appels, signait des papiers que je ne voyais pas. Elle commandait des meubles plus adaptés, déplaçait les cadres, vidait les tiroirs. Quand je lui demandais où étaient passées certaines choses, elle répondait calmement « J'ai fait un peu de tri. Tu verras, tu respireras mieux. » Un après-midi, en revenant du marché, j'ai trouvé le piano Pleyel de Thomas démonté, les touches emballées dans du plastique. « Trop encombrant, a-t-elle dit. Et puis, plus personne n'en joue. » Je me suis assise sur une chaise, incapable de bouger. J'ai entendu, dans le fond de ma tête, une note, la dernière peut être suspendue avant le silence complet. Les humiliations se glissaient dans les gestes anodins. Un jour, elle a changé la place des assiettes pour plus d'ordre. Un autre, elle a fait repeindre la porte d'entrée sans me prévenir. Et toujours cette phrase, envoyée par SMS, quand je tentais de comprendre. Il faut rationaliser, belle maman. Rationaliser. Comme si l'amour, la mémoire, le chagrin pouvaient se mesurer en colonne Excel. Peu à peu, je suis devenue une invitée chez moi. Elle recevait ses amis le dimanche, installait des bougies parfumées, préparait des plats trop épicés pour moi. On me servait un coin de table, un verre d'eau et des sourires polis. Parfois, j'allais dans le jardin, m'asseoir près du lilas, le seul qu'elle n'avait pas encore touché. Je me disais qu'un jour,
il disparaîtrait lui aussi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à noter. Chaque détail, chaque date, chaque phrase. J'ai sorti de mon sac un vieux carnet vert, celui que j'utilisais autrefois pour noter mes commandes de couture. Sur la première page, j'ai écrit « Jour 1 clé retirée », puis « Jour 2 facture redirigée », Jour 3 compte joint fermé. Je notais tout avec précision, comme on bâtit une digue contre la marée. Le carnet vert devint mon refuge, mon témoin. Je le cachais dans la housse de ma machine à coudre, sous les tissus pliés. Chaque soir, quand Élodie montait se coucher, je reprenais mon stylo et j'écrivais ce que je perdais. Un meuble, un mot, un geste, un droit. Et au fil des pages, quelque chose en moi cessait d'être victime. Un soir, je suis restée seule dans le salon. Le fauteuil d'Henri n'y était plus, mais j'ai gardé ma position, comme si son fantôme occupait encore la pièce. Sur la table basse, une facture à son nom, Madame Élodie Garnier, propriétaire. Je l'ai fixée longtemps, puis j'ai ouvert mon carnet vert, j'y ai ajouté une nouvelle ligne. Jour 47. Elle a mis son nom à la place du mien. J'ai refermé doucement le carnet, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti non pas la peur, mais la lucidité. Je savais que la dépossession n'était pas encore complète, mais je savais aussi que quelque part, entre ces lignes vertes, je commençais à exister à nouveau. Je me souviens très bien du jour où tout s'est éclairé, ou plutôt, où tout s'est assombri d'un seul coup, d'une lumière trop crue. C'était un mardi de février, gris et froid. Le facteur avait glissé dans ma boîte aux lettres une enveloppe à l'entête bleue. Cabinet Delaunay, études notariales. Je l'ai ouverte sur la table de la cuisine, entre une tasse de thé tiède et un pot de confiture entamé. 3 pages. Des mots techniques, des formules sèches, et au milieu, cette phrase nette, sans appel, acte de donation entre vifs, signé le 13 avril 2022, transférant la pleine propriété du bien-ci au 12 rue des Lilas, Caen, au profit de Madame Élodie Garnier. Mon souffle s'est arrêté. J'ai lu, relu, puis relu encore. La date, surtout. 13 avril 2022, 1 an avant sa mort. À cette époque, Henri ne sortait plus du lit. Il toussait, il tremblait, il oubliait des mots simples. Il ne conduisait plus, ne signait plus rien sans que je lui tienne la main. Et pourtant, ce jour-là, il aurait signé un acte de donation complet. J'ai pris mon petit carnet vert. Page 12, j'avais noté mi-avril. Henri très fatigué, fièvre, visite du médecin. J'ai posé mon stylo, le thé avait refroidi. J'ai senti quelque chose de très ancien se lever en moi, un mélange de honte et de lucidité. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Renaud, un notaire indépendant, recommandé par une cliente. Il m'a reçu dans un bureau plus modeste, sans dorure, sans rideaux épais. Il avait cette manière de parler doucement, comme s'il dénouait les mots un à un. Je lui ai tendu la copie de l'acte. Il a ajusté ses lunettes, l'a parcouru lentement, puis il a levé les yeux vers moi. « Madame, voyez ici. » Il a posé son doigt sur un paragraphe. « La présente donation est consentie sans réserve d'usufruit. Cela signifie, m'a-t-il expliqué, que vous n'êtes plus usufruitière. Vous n'avez aucun droit de jouissance sur le bien. En clair, la maison ne vous appartient plus, même en partie. Elle peut en disposer à sa guise. » J'ai senti mes joues se vider de leur sang. Mais c'est impossible. Il aurait laissé au moins l'usufruit. Regardez la signature, a-t-il ajouté. Elle est d'une main trop ferme pour un homme malade. Il a sorti son agenda, le 13 avril 2022. C'était un mercredi, le jour où votre mari a signé. Selon l'acte, il aurait dû être accompagné d'un médecin, ou au moins d'un témoin, attestant de sa capacité. Il n'y a aucune mention ici. Rien. Je me suis accrochée à mon sac, encore une fois. Ce geste revenait chaque fois que j'avais peur. « Et Élodie ?» ai-je demandé. Elle est citée comme mandataire de confiance. Ces 3 mots ont claqué comme une gifle. Je revoyais sa silhouette dans la maison, son ton rassurant. « Ne t'en fais pas, belle maman. C'est juste pour une assurance. Il faut régulariser la succession d'avance, tu comprends ?» Je l'entends encore rire. Les notaires adorent compliquer les choses. On simplifie, voilà tout. Je me souviens de la chemise bleue qu'elle avait fait signer à Henri un matin où je sortais acheter du pain. Quand j'étais revenue, il dormait. Elle avait dit
C'est réglé. Juste un papier pour la banque. Je n'avais pas cherché à savoir. J'avais confiance. Maître Renaud a refermé le dossier. Madame, cet acte est parfaitement légal dans la forme, mais moralement contestable. On dirait une donation déguisée, faite sous influence, sans usufruit, sans clause de protection. Vous avez été dépossédé, proprement. Proprement. Le mot m'a glacé. Je crois que j'ai murmuré. Alors, il n'y a rien à faire? Si. A-t-il répondu calmement. Il y a toujours la vérité. Si votre mari n'était pas en état, si la signature a été obtenue par pression, nous pourrons plaider le vice de consentement. Mais il faudra des preuves, des certificats médicaux, des témoins, des dates. Des dates? J'en avais. Des notes, des mots, des petits traits bleus dans mon carnet vert. Je les ai revus défiler dans ma tête. 13 avril. Forte tout. Élodie seule avec lui. Papier signé, inconnu. J'ai senti un frisson me traverser. La peur, oui, mais aussi une clarté nouvelle, presque froide. Quand je suis sortie du cabinet, la pluie tombait finement. Les pavés brillaient. J'ai marché longtemps dans les rues de Caen, sans parapluie, les cheveux trempés, l'enveloppe serrée contre moi. Je ne pleurais pas. Je pensais à la main d'Henri qui avait tracé cette signature. Avait-il compris? Avait-il voulu me protéger? Ou simplement céder, épuisé? Devant la vitrine d'une librairie, j'ai vu mon reflet. Une femme aux épaules droites, le visage fatigué, mais les yeux ouverts. C'est ce jour-là que j'ai compris. Je n'avais pas seulement perdu une maison, j'avais été dépossédée légalement, dépossédée, avec des mots bien polis, des tampons officiels, des signatures au bas d'un acte. Mais dans mon sac, sous le parapluie de cuir brun, il y avait mon carnet vert. Et sur la dernière page, j'ai écrit, d'une main ferme, « Commencez le dossier de vérité ». Les nuits, depuis quelque temps, n'avaient plus de forme. Elles ne commençaient ni ne finissaient vraiment. J'étais là, assise dans la cuisine, robe de chambre en laine, les mains autour d'une tasse de thé devenue froide depuis longtemps. La lampe posée sur le buffet diffusait une lumière jaune, hésitante, comme si elle aussi doutait de son utilité. Dehors, le jardin dormait. Les lilas, nus, se découpaient sur le ciel d'hiver. Parfois, je croyais entendre un pas dans le couloir, une toux familière. Mais ce n'était que le bois qui craquait. Henri n'était plus là. Et pourtant, son absence faisait plus de bruit que sa présence. Je restais souvent des heures à regarder la photo, posée sur le buffet. Nous deux, en bord de mer, un jour de vent. Il portait sa veste bleue, celle qu'il appelait pour les jours heureux. Il riait. Moi, j'avais les cheveux fous, et un sourire que je ne reconnais plus aujourd'hui. Je parlais à voix basse. Parfois, « Tu savais ce que tu signais, Henri ?» Le silence répondait avec la même obstination. Alors je reprenais. « Suis-je naïve ou juste fidèle ?» Ces mots revenaient chaque nuit, comme un refrain. Naïve pour avoir cru qu'il me protégeait. Fidèle pour l'avoir cru jusqu'au bout. Je me souvenais du jour où il avait hésité à signer ce fameux papier qu'Élodie lui avait apporté. Il toussait, assis dans le fauteuil du salon. Elle lui parlait doucement, d'une voix de miel. Moi j'étais dans la cuisine, j'entendais les phrases s'enchaîner. « C'est juste pour régulariser, papa. » Quand je suis entrée, il avait déjà pris le stylo. Il m'avait regardé brièvement, comme un enfant pris en faute, et il avait dit « C'est rien, ma chérie. Une formalité. » Je me rappelle avoir voulu lui demander de quoi il s'agissait, mais il m'avait souri, et ce sourire-là m'avait désarmé. On ne pose pas de questions à un homme malade quand il se croit utile. Cette image revenait dans mes insomnies, plus nette à chaque fois. Sa main tremblante, la feuille blanche, le stylo bleu, et derrière lui le visage d'Élodie, attentif, presque tendre. Je ne dors plus. À 2 heures du matin, je descends, je range les tasses, je plie les torchons, puis j'ouvre mon carnet vert. Les pages se remplissent, chaque ligne comme une bouffée d'air. 13 avril 2022, signature douteuse. Pas de clause d'usufruit. Médecin non présent. Je n'écris plus pour comprendre, mais pour ne pas oublier. La lampe vacille, le vent siffle sous la porte. Je me demande comment tout cela a pu se dérouler sous mon toit sans que je le voie. Était-ce de l'amour ou de l'aveuglement? Je me revois lui lisant les journaux, lui préparant son potage, lui massant les mains quand il avait froid. Il disait toujours
Quand tu es là, tout va bien. Mais pendant que j'étais là, quelqu'un d'autre écrivait notre disparition à coups de signature. Je ne ressens plus la colère, pas encore. Ce qui m'habite, c'est une sorte de vide lucide. J'ai cessé de chercher la logique. Les papiers disent qu'elle est propriétaire. Moi, je reste là, à regarder le jardin, comme on regarde un pays perdu. Une fois, dans la nuit, j'ai cru entendre sa voix, très faible. « Pardonne-moi. » J'ai ouvert les yeux. Il n'y avait que la lampe et la photo. Peut-être que je me parlais à moi-même. J'ai compris une chose pourtant, cette nuit-là. Je ne veux pas l'argent, pas la maison, pas les comptes. Je veux la vérité. Je veux savoir si, au moment de signer, il savait ce qu'il faisait. S'il avait lu ou seulement obéi. S'il avait choisi ou cédé. Je veux savoir à quel moment une promesse d'amour peut se transformer en acte notarié. Alors j'ai repris mon carnet. J'ai écrit lentement, d'une écriture droite. Je ne réclame pas l'argent. Je réclame la vérité. Et sous cette phrase, j'ai ajouté « Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas me voler ». La lampe a vacillé une dernière fois avant de s'éteindre. Dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu mon visage. Celui d'une femme seule, oui, mais éveillée. Je suis retournée voir Maître Renaud un matin de mars, sous un ciel bas, couleur de cendre. Dans la salle d'attente, un jeune couple remplissait des formulaires de prêt immobilier. Leur voix légère me rappelait d'autres années, quand signer signifiait encore commencer quelque chose. Moi, je venais pour défaire. Le notaire m'a accueilli avec cette douceur prudente des hommes qui savent que leurs mots peuvent blesser. « Asseyez-vous, madame. Vous avez apporté les documents ?» J'ai sorti de mon sac mon carnet vert, l'enveloppe beige du premier notaire et la photocopie de l'acte de donation. Sur la couverture du carnet, les coins s'étaient arrondis à force d'être ouverts, refermés, rouverts la nuit. Il a commencé à relire chaque page du dossier. Son doigt suivait les lignes, attentif comme un lecteur de vérité. « Voyez ici, la signature. Le paraphe est droit, sans tremblement, alors que votre mari était sous traitement lourd. » Il a pris une autre feuille, et là, regardez la date. Le 13 avril, mais le cachet de l'étude est du 14. Une incohérence. On dirait que le document a été préparé avant la signature. Je me penchais, fasciné. Tous ces détails que je n'avais pas su voir devenaient des preuves tangibles. L'encre, les marges, la graphie, tout parlait. C'est subtil, madame, mais suffisant pour demander une vérification. L'acte peut être annulé s'il y a vice de consentement. Je notais tout dans mon carnet. Vice de consentement, date incohérente, signature suspecte. Les mots avaient un poids nouveau, presque consolant. Puis il m'a demandé « Avez-vous des témoins ? Quelqu'un qui puisse confirmer l'état de votre mari à cette époque ?» J'ai pensé à Mireille, mon amie d'enfance, ancienne greffière. Elle passait chaque semaine prendre le café et avait vu Henri décliner. Oui, Mireille pourrait témoigner. Et aussi le docteur Fabre, le médecin traitant. Il a souri. Alors nous allons constituer un dossier complet. Il faut des preuves solides. Ce n'est pas l'émotion qui convainc un tribunal, c'est la chronologie. Cette phrase, la chronologie, m'est restée dans la tête. Le soir même, je l'ai recopiée dans mon carnet, entourée de 2 traits. Les jours suivants, j'ai travaillé comme autrefois, quand je préparais un patron de couture. Patiemment, méticuleusement. Je rangeais les documents dans une pochette grise, classée par onglet. Acte de donation. Copie. Certificat médical, avril 2022. Témoignage de Mireille. Courrier d'Henri à la banque, signé de sa main tremblée. SMS d'Élodie. On régularise, ne t'inquiète pas. Chaque pièce avait sa place, sa chronologie. Mireille, fidèle comme toujours, m'aidait à structurer le tout. Nous passions nos après-midi dans la cuisine, le thé entre 2 piles de papier. Elle relisait à voix haute, corrigeait les formulations. Écris ça. Manipulation de personnes vulnérables. C'est important, juridiquement. Je l'écoutais admirative. Sa rigueur me rassurait. Tu sais, me disait-elle, la justice, c'est un peu comme la couture. Il faut que les points se rejoignent, sinon tout se défait. Un soir, nous avons imprimé la lettre recommandée à destination de Maître Delaunay, le premier notaire. Je conteste la validité de l'acte de donation signé le 13 avril 2022, estimant que le consentement du donateur n'était pas libre et éclairé.
J'ai relu la phrase plusieurs fois. Elle me paraissait à la fois froide et magnifique. La justice a cette beauté austère des mots justes. Le lendemain, j'ai posté la lettre. Dans la boîte jaune, elle a glissé sans bruit. Je suis resté un moment devant la poste, les mains vides, le cœur battant. Ce n'était qu'un pli recommandé, mais c'était aussi le début d'une reconquête, celle de ma dignité. Les semaines suivantes furent rythmées par les démarches. J'ai récupéré le certificat médical attestant de l'état de faiblesse d'Henri à cette date. Le docteur, embarrassé, m'a dit « Je me souviens, il n'était plus vraiment lucide au printemps. » J'avais conseillé de ne pas lui faire signer de documents importants. Cette phrase, je l'ai notée mot pour mot dans mon carnet. Mireille, elle, rédigea un témoignage manuscrit. Je, sous-signé Mireille Dumas, atteste avoir vu M. Henri D., très affaibli à compter de mars 2022. Je confirme qu'il n'était pas en état de comprendre les implications d'un acte notarié. Quand j'ai lu ces lignes, mes yeux se sont brouillés. Non de tristesse, mais de gratitude. Peu à peu, le dossier prit corps. Une pile solide, pesante, rangée dans la pochette grise. Preuve, date, correspondance. Chaque feuille était une pièce de moi que je reprenais. Une après-midi, Maître Renaud m'appela. « Madame, j'ai reçu votre dossier. Il est complet. Nous allons déposer la demande d'annulation pour vice de consentement. Vous avez bien travaillé. Bien travaillé. » Ces mots simples m'ont ému plus qu'une caresse. Le soir même, j'ai rouvert mon carnet vert. Sur la dernière page, j'ai écrit « Le dossier de la vérité est prêt. » Et en dessous, d'une écriture lente. Cette fois, je ne demande pas qu'on me croie. Je demande qu'on me lise. Le jour de la confrontation, le ciel de Caen était bas, presque immobile. Un gris lourd, sans éclat. Je m'étais habillée simplement. Un manteau noir, mon écharpe de laine et le petit carnet vert dans mon sac. Pas pour m'en servir pour me souvenir. Mireille m'avait dit avant de partir « Ne t'emporte pas. Le calme, c'est ce qui les désarmera. » J'avais hoché la tête. J'étais prête. Pas pour la vengeance, non pour la vérité. Le bureau de Maître Renaud sentait le bois ciré et la pluie récente. Les stores à demi baissés filtraient une lumière pâle. Quand je suis entrée, Élodie était déjà là, droite, impeccable, robe sombre et tailleur strict. À côté d'elle, Thomas, mon fils. Il évitait mon regard, comme s'il cherchait un refuge dans les feuilles du ficus derrière lui. Je me suis assise en face d'eux, sans un mot. Le notaire prit place, ajusta ses lunettes, puis referma lentement le dossier devant lui. Le silence, encore une fois, fit tout le travail. « Merci à vous trois d'être venus, » commença-t-il. « J'aimerais clarifier certaines anomalies relevées dans l'acte de donation du 13 avril 2022. » Élodie eut un petit rire bref. « Encore cette histoire ? Nous avons déjà tout réglé avec Maître Delaunay. »« Justement, » répondit Renaud calmement. « C'est lui qui a transmis les documents, et les incohérences sont nombreuses. » Je regardais ses mains sur la table, solides, immobiles. Le calme de la loi, il tourna la première page. Date erronée. Cachet postérieur à la signature. Absence de clause d'usufruit. Aucune attestation médicale. Et enfin, témoignage concordant attestant de l'état de faiblesse du signataire. À chaque phrase, Élodie perdait un peu de sa superbe. Son stylo tremblait contre la table. Thomas releva les yeux vers moi, confus. « Je croyais que c'était ta volonté, maman. » Sa voix tremblait. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. « Ma volonté ? Ma volonté, Thomas, c'était que tu aies un foyer, pas que tu me voies expulser du mien. » Il a baissé la tête. Un silence épais s'est installé. Le tic-tac de l'horloge semblait mesurer nos respirations. Élodie tenta de reprendre le contrôle. Papa voulait m'aider. Il m'avait dit que c'était plus simple, administrativement. Et puis, belle-maman pouvait rester. Il n'était pas question de la mettre dehors. Le notaire leva un sourcil. Sauf que l'acte ne mentionne aucune réserve d'usufruit, ni droit d'habitation. Ce genre d'oubli n'est pas anodin. Cela équivaut à une dépossession totale. Elle détourna le regard, puis haussa la voix. C'est un détail juridique. Il avait confiance en moi ? Justement, répondit Renaud. C'est ce que le Code civil appelle un abus de faiblesse fondé sur la confiance. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de poser mes mains sur mon sac, lentement, et de respirer.
Mon calme faisait plus de bruit que ses protestations. Le notaire prit une nouvelle feuille, l'air grave. Nous avons également les certificats médicaux. Le docteur Fabre atteste qu'à cette date, M. Dubreuil souffrait d'un état de confusion avancée. Il ne pouvait pas comprendre la portée de sa signature. Il plaça le papier devant Élodie. Elle recula légèrement sa chaise, son rouge à lèvres soudain trop vif dans la lumière du bureau. « Ce n'est pas, c'est absurde. » Sa voix s'éteignit. Thomas se leva, maladroit. « Élodie, arrête. On ne peut pas continuer comme ça. » Elle lui lança un regard dur, puis tourna vers moi un sourire forcé. « Vous êtes satisfaite maintenant? Vous vouliez me salir? » J'ai répondu doucement. Je ne voulais rien d'autre que la vérité. Les faits parlent seuls. Maître Renaud referma le dossier, marquant une pause avant d'annoncer. Compte tenu des éléments, je suspends la donation jusqu'à décision du parquet. Une enquête pour abus de faiblesse sera ouverte. En attendant, Madame Dubreuil retrouve la pleine jouissance du bien, à titre d'usufruitière légitime. Ces mots me sont tombés dessus comme une pluie d'été, lente et fraîche. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé ma main sur le bord de la table, sentant le bois sous mes doigts. Élodie, blême, a ramassé son sac sans un mot. Elle s'est levée, droite, fière encore, mais vacillante. Avant de sortir, elle s'est tournée vers moi. « Vous avez détruit une famille. » Je l'ai regardée partir, puis j'ai dit au notaire « Non, monsieur. » Elle était déjà fissurée. J'ai juste ouvert les yeux. Thomas, lui, est resté. Il semblait petit, soudain, dans ce bureau trop grand. Je ne savais pas, maman. Je te le jure. Je l'ai cru, être, ou voulu le croire. Je lui ai simplement répondu. Alors maintenant, apprends à savoir. Quand tout fut terminé, Maître Renaud m'a raccompagné jusqu'à la porte. Vous avez tenu bon, madame. Votre calme a tout fait. J'ai hoché la tête. Le vent dehors sentait la pluie et la terre. Sur le trottoir, j'ai sorti mon carnet vert. J'ai écrit « Audience du 14 mars, donation suspendue. Usufruit rétabli, vérité en cours. » Puis, refermant le carnet, j'ai levé les yeux vers le ciel bas de Normandie. Aucune victoire ne me semblait douce. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement. L'automne passa sans un mot. Après la confrontation chez Maître Renaud, la maison retrouva son calme, mais c'était un calme étrange, épais, presque minéral. On aurait dit qu'elle retenait son souffle. Les murs semblaient écouter. Thomas ne venait plus. De temps en temps, il m'envoyait un message court, maladroit. « Je pense à toi, maman. » Ou bien « Je suis désolé pour tout. » Mais il ne venait pas. Il disait qu'il avait besoin de temps. Je comprenais. Le temps, c'est la seule distance qu'on peut encore offrir sans blesser. Élodie, elle, ne lâcha rien. Elle tenta de faire annuler la suspension de la donation, prétendant que j'avais manipulé son père avant sa mort. Elle s'enfonçait dans le mensonge comme on s'enfonce dans la vase. Chaque geste pour se dégager l'enlisait davantage. Maître Renaud m'informait de ses démarches, toujours avec ce ton professionnel, mesuré. « Ne vous inquiétez pas, madame. La procédure suit son cours. Rien ne tiendra sans preuve. » Et il avait raison. Les preuves, cette fois, étaient de mon côté. Mais la victoire, même juste, ne réchauffe pas. L'hiver arriva avec sa lumière blanche, sèche, et un vent qui faisait vibrer les vitres. Je restais souvent dans la cuisine, devant ma tasse de thé, à observer le jardin dénudé. Les lilas, cette année-là, ne donnèrent aucune fleur. Être avait-il compris qu'il n'y avait plus personne à qui offrir leur parfum. Noël approchait. La première fois depuis des décennies que la table resterait presque vide. J'avais sorti la nappe blanche, par habitude plus que par espoir. La grande table en chêne que nous avions achetée ensemble, Henri et moi, portait encore quelques traces de vin anciennes, des marques de couteaux et les auréoles des verres de fête passés. J'y ai posé 3 assiettes, une pour moi, une pour Thomas s'il venait, et une vide pour l'absence. Il n'est pas venu. Il m'a téléphoné en fin d'après-midi, la voix cassée. « Je suis à Lyon, maman. On a eu un contretemps. Je viendrai bientôt. » J'ai entendu derrière lui un rire d'enfant, celui de son petit garçon, mon petit-fils, que je ne voyais presque plus. « Ne t'en fais pas, mon chéri, » ai-je répondu. « Bientôt, c'est déjà beaucoup. » J'ai raccroché doucement. Le silence s'est installé autour de la table, épais comme une nappe de cendre. Je me suis servi un peu de soupe,
seul. Chaque bruit, la cuillère contre la porcelaine, le craquement du bois dans le poêle, me rappelait à quel point le vide peut avoir une présence. Sur le buffet, la photo d'Henri me regardait toujours. J'ai levé mon verre vers lui. « Tu vois, mon vieux, je tiens parole. J'ai protégé la maison, mais elle ne m'appartient plus vraiment, plus comme avant. Car la maison, justement, était devenue trop lourde. Chaque marche grinçait sous le poids des souvenirs. Chaque porte ouvrait sur des voies anciennes. Même le jardin semblait parler d'autrefois. J'avais l'impression d'habiter dans un musée de ma propre vie. Alors un matin de janvier, j'ai pris la décision. Je suis allé voir Maître Renaud. « Je veux vendre la maison », lui ai-je dit simplement. Il a levé les yeux, surpris. « Vous en êtes certaine ? Après tout ce que vous avez traversé pour la récupérer ?» J'ai hoché la tête. « Justement, j'ai récupéré le droit de partir librement. » Il a compris, je crois. Les formalités se sont faites sans heurts. Cette fois, c'était moi qui signais, lucide, droite. Aucune larme, aucune hésitation. La loi, enfin, redevenait mon allié. Le dernier jour, je suis resté longtemps dans le salon vide. Les meubles avaient été enlevés, les murs nus semblaient plus hauts. Je marchais lentement, caressant les traces sur le sol là où avait reposé le piano, la table, le fauteuil d'Henri. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, douce, dorée, presque bienveillante. Sur la table en chêne, que je n'avais pas emportée, j'ai posé la clé. Une simple clé, usée, celle du portail. Je l'ai regardée un moment. C'était plus qu'un métal. C'était une part de moi, un bout d'histoire. Je me suis assise. J'ai respiré profondément et, sans le vouloir, une larme est tombée sur le bois. Pas une larme de douleur, mais de délivrance. Je me suis levée et passé ma main sur la surface lisse, comme pour dire adieu. Puis j'ai refermé doucement la porte derrière moi. Le bruit de la serrure a résonné comme un point final. Dans la rue, l'air sentait la pluie et le pain chaud. Je tenais ma valise d'une main, mon carnet vert de l'autre. Je n'avais plus de maison, peut-être, mais j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu, le droit de choisir ma paix. Derrière moi, la maison restait debout, muette, gardienne d'un passé que je n'avais plus besoin de défendre. Devant moi, un nouveau silence s'ouvrait, mais celui-ci, je l'avais choisi. J'ai trouvé ma nouvelle maison un matin de mars, presque par hasard, en longeant la côte de Granville. Une petite bâtisse bleue, plantée face à la mer, avec des volets délavés et un jardin d'hortensias. Elle n'était pas grande, à peine 3 pièces, mais elle avait cette respiration que les maisons heureuses possèdent encore. Quand j'ai poussé la porte, l'air salé est entré avec moi, mêlé à l'odeur de bois humide et de terre. J'ai su tout de suite que c'était là. Le premier soir, je me suis assise sur la marche devant la porte, le visage tourné vers la mer. Le vent soufflait fort, mais il ne me faisait plus peur. Après tant de mois d'orage moral, cette brise me semblait une bénédiction. Les mouettes criaient, les vagues frappaient les rochers. Chaque bruit m'apprenait à respirer à nouveau. J'ai recommencé à coudre. Pas pour gagner ma vie, pour me souvenir que mes mains savaient encore créer quelque chose de beau. J'ai ressorti ma vieille machine Singer, celle qu'Élodie n'avait pas voulu garder, et je l'ai posée sur une table près de la fenêtre. Le bruit de l'aiguille, régulier, m'a ramené à moi-même. Je faisais des housses, des torchons, des sacs pour le marché. Rien d'important, mais chaque point était une prière silencieuse. Je suis encore là. Je me suis aussi offert un compagnon, un chat tigré, trouvé dans un refuge. On l'avait appelé Gaston, j'ai gardé le nom. Il est venu s'installer sans cérémonie, comme s'il avait toujours su que cette maison lui appartenait un peu. Les soirs de vent, il se blottit contre mes genoux, pendant que j'écris dans mon carnet vert. Car oui, j'écris toujours, mais les phrases ont changé. Autrefois, j'y consignais les humiliations, les pertes, les preuves. Aujourd'hui, j'y note les jours où je respire mieux, les couchers de soleil, les petits gestes de bienveillance. Sur la première page de cette nouvelle vie, j'ai écrit « Ce n'est plus un carnet de guerre, mais un carnet de résilience. » De temps à autre, je reçois une lettre de Maître Renaud. Au début, ce n'était que des nouvelles de la procédure. « L'affaire est close, madame. L'abus de faiblesse reconnu, la donation annulée. Vous êtes rétablie dans vos droits. » Mais bientôt, ces lettres devinrent plus humaines. Il me parlait de ses promenades matinales, de ses lectures, d'un vieux voilier qu'il restaurait. Je lui répondais,
avec pudeur, en lui décrivant le jardin, les hortensias qui reprenaient racine, le chat qui dormait dans la corbeille à couture. Une correspondance naquit entre nous, sincère, apaisée. Je n'aurais jamais cru qu'un notaire puisse écrire avec autant de douceur. Ces mots étaient simples, mais ils réparaient. Vous savez, madame, il y a des victoires qui n'ont pas besoin de tribunal pour exister. La vôtre en fait partie. Ces lettres, je les garde dans une boîte en fer, à côté du carnet vert. Parfois, quand la mer est trop bruyante, je les relis. Elles me rappellent que la dignité peut renaître dans le silence. Un matin de juillet, j'ai reçu une carte postale. Elle venait de Lyon, le timbre portait le visage d'un peintre et quelques mots tremblaient. « Maman, je passe souvent devant la boutique où tu achetais ton tissu. J'espère que la mer te va bien. Thomas. » Je suis restée longtemps à la lire. Ce n'était pas une excuse, ni une promesse, mais c'était un geste, et les gestes comptent plus que les discours. Je l'ai glissé dans le carnet vert, entre 2 pages. Puis j'ai noté. Thomas écrit. La honte s'efface toujours lentement, mais elle finit par partir. Les jours s'écoulent différemment ici. Je n'attends plus rien, et pourtant, tout m'arrive. Les matins, je marche jusqu'au port. Les pêcheurs me saluent. On m'appelle la dame au chat. Je rentre avec du pain, du sel, parfois une fleur tombée d'un buisson. Je prépare du café, j'ouvre les fenêtres, et le vent s'invite sans frapper. Il ne me vole rien. Il m'apporte la vie. Le soir, quand la lumière décline sur l'eau, j'allume la petite lampe en cuivre, celle que j'avais emportée de Caen. Elle éclaire mes pages, le fil de couture, le pelage de Gaston endormi. Je relis parfois les anciennes notes du carnet, celles du temps des humiliations, des papiers signés, des clés retirées. Je ne les raye pas. Elles sont là pour me rappeler le chemin. Un dimanche, assise sur la digue, j'ai levé les yeux vers l'horizon. La mer était calme, l'air presque tiède. J'ai sorti mon carnet vert et écrit ces mots. J'ai perdu une maison, mais j'ai retrouvé ma voix. Et en dessous, ce n'est pas la justice qui m'a sauvé, c'est la lucidité. Le vent a tourné la page tout seul, comme pour m'encourager à continuer. Alors j'ai souri. Pour la première fois depuis des années, mon sourire n'était pas un souvenir, mais un présent. Ce soir-là, la mer était d'un calme presque irréel. Le ciel, lavé par la pluie du matin, se fondait dans l'horizon sans qu'on distingue où finissait l'eau, où commençait la lumière. Je m'étais assise sur le vieux banc de bois, en haut de la digue, là où le vent porte encore l'odeur du sel et des algues. Dans ma main, une enveloppe beige, la dernière lettre de Maître Renaud. Elle tenait en quelques lignes, sobre et claire. « Chère Madame Dubreuil, la procédure est désormais close. La donation annulée a retrouvé sa juste place dans les registres. Vous êtes pleinement reconnue dans vos droits. Recevez mes salutations les plus respectueuses et mon amitié sincère. » J'ai lu ces mots lentement, puis encore une fois, comme on relit une prière laïque. Le droit avait réparé ce que l'amour avait brisé. Non pas en effaçant la douleur, mais en lui redonnant un cadre, une vérité, une dignité. J'ai repensé à tout ce chemin. La salle du notaire, les rideaux tirés, la phrase fatale « Votre maison a été transférée au nom de votre belle-fille ». Puis les nuits froides, le thé oublié, le carnet vert griffonné de colère et de peur. Et enfin, la lumière de Granville, les hortensias, le bruit de l'aiguille qui reprend son rythme. Ce n'était pas un conte, non. C'était une justice lente, humaine, imparfaite mais réelle. La loi n'avait pas le visage de la tendresse. Pourtant, elle m'avait rendu à moi-même. Le vent s'est levé, léger, soulevant quelques feuilles autour de mes pieds. Je les ai regardées tournoyer, et je me suis dit que ma vie aussi, un jour, s'était envolée dans la tourmente, mais qu'elle avait fini par retomber au bon endroit. Être que c'est ça, la paix. Accepter que tout ne soit pas réparé, mais que tout soit posé. J'ai ouvert mon carnet vert une dernière fois. Les pages anciennes tremblaient un peu sous mes doigts. À la première ligne, j'avais écrit « Vérifier le 12 avril, acte de donation ». À la dernière, aujourd'hui, j'ai ajouté simplement « Vérifier, compris, pardonner à moitié ». J'ai souri. Le chat Gaston dormait roulé sur mes genoux, indifférent à ma petite victoire. Le monde, lui, continuait. Les bateaux rentraient au port, les cloches de l'église sonnaient l'heure du dîner, et moi, pour la première fois depuis des années, je n'attendais plus rien. Le silence m'entourait, mais ce n'était plus celui de la peur.
C'était un silence plein, apaisé, celui qui suit les tempêtes, un silence où chaque chose retrouve sa juste place, la mer, la mémoire et la parole enfin libres. Je n'avais plus de maison à défendre, plus de preuves à rassembler. Je n'avais que moi, assise face à l'eau, et ce vent du large qui me rappelait que la vie, parfois, revient par les chemins les plus calmes. J'ai glissé la lettre de Maître Renaud dans le carnet vert, refermé doucement la couverture. Puis j'ai murmuré, comme pour moi seul, je n'ai plus besoin de maison pour exister. J'ai ma parole, mon carnet et le vent du large. Le silence peut aussi être une forme de justice.